témoigner de l'eau, et on était quand même assez impressionnés, et on s'est dit qu'il faudrait qu'il intervienne un jour ou l'autre. Donc il nous vient de très très loin, il a fait beaucoup de kilomètres ce matin, il nous vient du Luxembourg. Il a une formation en chimie, en physique, vraiment l'eau c'est son élément. Il est, comment dire, c'est un technicien en maintenance à la Commission européenne, l'analyse de l'eau, connaît, il a travaillé dans le nucléaire, donc c'est quelqu'un vraiment qui est très high, hein, voilà. Et donc il va nous parler de l'eau, mais aussi de l'intérêt de boire une eau de qualité, ce que nous avons grâce à nos produits Nickel. Je vous demande de m'aider à accueillir le consultant Emmanuel Parianti. Merci Marie. Alors j'ai la lourde tâche de vous expliquer un truc qui paraît tout simple, qui est l'eau. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'en réalité, on n'est constitué que d'eau. Et si on parle d'eau, en fait, on parle de nous. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite présentation. Je vais vous donner beaucoup de données techniques. C'est pas la peine de tout retenir. Ça sert à rien. On va juste se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Mais on va essayer quand même, je vais essayer quand même de vous donner des éléments vraiment pour vous faire comprendre l'importance de boire une eau de qualité et en particulier celle que notre fournisseur Nickel met à notre disposition. Alors on va passer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va tout de suite passer à la première slide que je vous ai mise. Il faut comprendre que dans la vie, les êtres vivants sont traversés par ce qu'on appelle un flux d'eau. Ça, il faut vraiment bien comprendre. On n'est pas simplement en train de boire, on est vraiment traversé en permanence. Cette petite slide montre différentes espèces, et on comprend bien que, alors en bas vous avez le poids donc la masse, et en hauteur vous avez le flux. Et on voit tout de suite que plus on a une masse importante, plus le flux qui nous traverse est important. Alors on comprend bien que si on a un petit cafard, ben, on n'a pas besoin d'autant d'eau que si on est une baleine. Voilà. Donc il y a un petit peu toutes les espèces, on va passer très rapidement. L'homme se situe, s'il te plaît, l'homme se situe à peu près ici, donc dans la zone des euthériens, qui sont en réalité des mammifères. Donc c'est euthérien, c'est le nom scientifique qu'on donne aux mammifères. Voilà, donc on peut passer tout de suite à la deuxième slide. Ça c'est un petit schéma que tout le monde connaît, qui est la pyramide alimentaire. Alors on en parle beaucoup, surtout dans la presse, on en parle à l'école, on a appris qu'il faut équilibrer notre alimentation, et on a une base, donc tout ce qui est féculent, ensuite on a les légumes, les fruits, les protéines, alors avec les protéines végétales et les protéines animales, plus les produits laitiers. Et plus on monte dans la pyramide, plus on va arriver vers des consommations qui sont de plus en plus petites. Donc on a les matières grasses, et tout en haut on a les gâteaux, avec des biscuits, et ça qu'on doit absorber en très petite quantité. Mais on parle beaucoup de ça. On nous parle comment équilibrer notre alimentation, mais on ne parle jamais de la base. Parce qu'en réalité, le premier aliment qu'on doit avoir, c'est l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas nettoyer notre corps, on ne peut pas éliminer les toxines, et surtout, on ne peut pas vivre plus de quelques jours. Voilà. On peut passer. Là, je vous ai mis, juste pour information, un petit peu l'évolution des risques sur la santé. Donc de 1990 à 2010, et c'est des risques qui sont liés notamment à notre nutrition, mais aussi à l'eau. On voit tout de suite que en 2010, on a eu quand même une belle évolution en ce qui concerne l'hypertension, le tabagisme et l'alcoolisme. Mais il y a aussi un truc important, c'est l'air. Parce que, en fait, on absorbe de l'eau sous trois formes. La première forme, c'est quand on boit un verre d'eau. Vous êtes d'accord? Mais il y a d'autres formes. Enfin, il y a d'autres moyens d'absorber de l'eau, et ça, on n'en est absolument pas conscient. C'est la respiration.
Exactement. Et il y a une troisième forme, c'est quand vous prenez votre bain. Voilà, parce que la peau, elle a de quoi couvrir plusieurs terrains de football. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'elle peut s'étirer, elle se replie, et la peau est l'organe par lequel on absorbe le plus d'eau. Donc, d'où l'importance, et Nickel a pensé à tout, d'avoir la douche. Et on va voir pourquoi c'est important d'avoir la douche tout à l'heure, quand on va aborder un petit peu les questions physiques. Donc on voit aussi que dans les risques, on a aujourd'hui des régimes qui sont pauvres en fruits. Ça va engendrer aussi de l'obésité, de l'hyperglycémie, etc. Voilà. Donc ça c'est juste pour voir une petite évolution. Alors, je vous ai parlé d'eau, mais il y a des gens, ils n'absorbent jamais d'eau. Et ils boivent beaucoup de soda. Et dans le soda, qu'est-ce qu'on retrouve? Du sucre. Et là, on a une petite carte un petit peu de la consommation de glucose dans le monde. Et on voit tout de suite un petit peu les pays qui sont les plus difficiles. Bon, nous, on n'est pas trop mal quand même. Hein, on a quand même une grosse consommation. Alors, manger du sucre, on pourrait dire, c'est pas un problème. Sauf que dans les dernières études scientifiques, on s'aperçoit que le glucose, et en particulier le fructose, qui est associé au glucose, donc c'est le fructose plus le glucose, ça fait de la saccharose. La saccharose, c'est des petits morceaux de sucre, petits morceaux de sucre que vous mettez dans le café. Et on s'aperçoit que le fructose et le glucose ont les mêmes effets que l'alcool. On a exactement les mêmes risques au niveau de la santé avec les mêmes dégâts. Donc, je prends un petit peu mes notes. Donc, il y a des dégâts au niveau de l'hypertension. On peut faire des infarctus du myocarde, des pancréatites, obésité, bien sûr des problèmes de malnutrition. On peut avoir des dysfonctionnements hépatiques, donc au niveau du foie, et naturellement l'addiction. Alors, on peut passer à la slide suivante. Il y a une petite étude, celle-là elle est toute récente, donc elle date de novembre 2013. Donc le sucre et l'absorption de sucre est un facteur d'obésité et de diabète, et tout ça est lié au soda. Et on attribue à peu près 184 000 morts par an dues au sucre. C'est autant que l'alcool. C'est autant que l'alcool. Donc on a fait, les chercheurs ont fait une petite étude. Ils ont fait des petits tests sur les rats, parce qu'on aime bien dans les laboratoires utiliser des pauvres petites bêtes comme ça. Et on a étudié des protéines qui se trouvent au niveau du cortex frontal. Et sur les 1300, donc on a étudié 1373 protéines. Et en faisant boire du soda régulièrement à ces petits rats, on s'est aperçu que sur ces 1373, il y en avait 290 qui étaient modifiés. Et ces 290 protéines sont liées à des maladies comme le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson et la schizophrénie. Oh, lui aussi c'est un spécialiste. Voilà. Alors, on parle toujours que nous sommes composés d'eau, c'est ce que... Oui, je vais pousser. Ça va mieux comme ça? Voilà. Alors, on parle toujours qu'on est composé de 70% d'eau. Hein, c'est ce qu'on entend tout le temps. D'accord? C'est vrai, mais ça c'est en masse, c'est en poids. Et les molécules, ils n'ont pas toutes le même poids. Ça se comprend bien. Et l'eau, c'est la molécule la plus petite, c'est H2O, c'est la plus petite qu'on peut trouver sur la Terre. Et donc, par contre, si on prend, et là je vais attirer votre attention en nombre de molécules. Et ça, c'est la composition d'une cellule. Donc, et nous, on est composé de milliards de cellules, donc il suffit de multiplier. Mais ce qu'on est fondamentalement, c'est d'abord une cellule. Donc, si on prend la composition d'une cellule, automatiquement, on a notre composition totale. Donc, on s'aperçoit très rapidement que la cellule vivante est composée
en premier d'eau. Et là, on est à 22 milliards 240 millions 561 910 molécules d'eau dans une cellule. Alors c'est un petit chiffre. En matière d'atome, c'est pas très gros. Donc, mais ça peut paraître quand même assez important. Et quand on ouvre un livre de biologie, on vous parle que dans la cellule, il y a des protéines, il y a de l'ADN, il y a un noyau, etc. Mais ce tableau, il est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit en deuxième? C'est pas du tout les protéines, c'est les ions. Des ions à hauteur quand même de 121 millions passés. Et en troisième, c'est toujours pas les protéines, on voit les acides aminés. Alors à quoi ça sert les acides aminés? Les acides aminés, on vous a dit que ça servait à former les protéines. Hein, c'est ce qu'on vous a appris, ou du moins c'est ce qu'on a entendu. Mais pas du tout. Les acides aminés, ils servent en langage scientifique à chélater les ions. C'est-à-dire que ces acides aminés vont dissoudre ces ions. Alors les ions, c'est tout ce qui est sels minéraux en fait. Hein. Ils vont dissoudre ces ions pour les faire passer la membrane cellulaire qui est composée de lipides. Voilà. Donc les trois premiers éléments, on voit qu'on s'intéresse uniquement à la composition principale qui est de l'eau et des ions. Donc c'est simplement de l'eau et du sel. Donc si vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sel dedans, ben en fait c'est ce que vous êtes. Bon, bien sûr, on a un petit peu plus. Si vous mettez du sel dans de l'eau, ça ne fait pas un être vivant, mais c'est ce qu'on est fondamentalement. Donc les acides aminés, eux, vont permettre de gérer ces ions. Ensuite, on a les lipides. On n'a toujours pas les protéines. Hein. Et les lipides, eux, c'est ce qui va composer notamment la membrane, et c'est ce qui va gérer les flux d'eau dans la cellule. Donc c'est dire à quel point c'est important. Ensuite, on a les nucléotides. Bon, c'est pareil, c'est toujours une gestion de l'eau et des ions dans la cellule, sauf que les nucléotides vont gérer le calcium. Et ensuite seulement vient les protéines à hauteur de 2 144 000. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et le chiffre que j'aimerais que vous reteniez, qui est le plus important, si on fait le ratio entre le nombre de molécules d'eau et le nombre total de molécules dans la cellule, qui est 22 447 000, non, 22 447 135 779 molécules, si on fait le ratio, on arrive à un total de 99,1% d'eau dans la cellule. Vous comprenez pourquoi il est important de bien faire attention à nos flux d'eau dans nos cellules. Parce que vous pouvez avoir toutes sortes de petits problèmes. Si déjà vous ne vous occupez pas du principal ingrédient, ben, le reste ça ne sert à rien, quoi. Ça sert strictement à rien. Voilà. C'était vraiment la chose importante que je voulais que vous compreniez, c'est on n'est que ça. Le reste, ça reste sporadique presque. Alors on va passer à l'autre. Alors ici je vous ai mis un petit peu la façon dont les sels minéraux passent la membrane. Donc on a une membrane qui est composée essentiellement d'huile, enfin de lipides. Ces sels minéraux ne sont pas solubles ni dans l'eau, ni dans l'huile. C'est pour ça qu'on utilise les acides aminés qui vont dissoudre. Et dans ces acides aminés, il y a des acides aminés qui sont hydrophiles et d'autres qui sont hydrophobes. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir passer cette membrane. Alors l'eau, par contre, elle ne va pas passer par la membrane, elle va passer par des petits trous. J'ai oublié le nom. Je reprends mes notes. Voilà, c'est des petits trous qu'on appelle des aquaporines. Et la cellule va laisser passer les molécules une par une seulement.
Donc c'est même pas des paquets de molécules, c'est vraiment un flux de molécule par molécule. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors qu'est-ce qu'on est littéralement? L'être humain, c'est ça. C'est tout simplement un tube polaire traversé par de l'eau et des ions. Alors pourquoi polaire? Parce que ça va que dans un sens. Hein, on se nourrit toujours que par la bouche, hein, on est d'accord. Sauf quand on est malade. Et donc ce tube va être traversé en permanence d'eau et d'ions. Alors naturellement, autour de ça, nous avons des petites boules de Noël. Hein, donc on a des organes, on a les reins, on a les poumons qui vont aussi permettre d'absorber de l'eau, on a la peau. Mais fondamentalement, c'est exactement ce qu'on est. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc là, on va s'intéresser maintenant aux ions qu'il y a dans la cellule. On va passer rapidement, mais je vais quand même vous expliquer le principal. Quand on regarde la composition des ions dans la cellule, le premier ion, donc le plus important, c'est le potassium. Alors le potassium, pour les gens qui ont des petits problèmes de santé, en particulier les problèmes cardiaques, la première chose qu'on vous fait en arrivant à l'hôpital, on vous fait votre potassium. Pourquoi? Parce que si vous avez le potassium qui commence à se barrer, en 10 minutes vous êtes mort. C'est pas plus compliqué. Alors le magnésium, c'est le deuxième plus important. Lui, si vous en manquez, ben, vous n'allez pas mourir en 10 minutes, vous allez juste mourir un petit peu. Voilà. Alors, le sodium, c'est ce qui va vous permettre de déclencher la soif. Voilà. On a besoin de chlorure et de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est quelque chose qui est très important pour réguler le pH du sang. Parce que le sang a besoin d'être un pH compris très exactement entre 7,35 et 7,45. En dessous, on est mort, au-dessus, on est mort. Donc le pH du sang est parfaitement régulé dans le corps humain. Et c'est le bicarbonate qui va permettre de faire ça. Alors le bicarbonate, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve dans l'eau alcaline. Voilà. Alors, il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même un peu. J'aimerais, avant de passer à la suivante, de parler un petit peu du calcium. Alors, le calcium, on voit qu'on est seulement à 945 000 particules de calcium dans la cellule. Alors, c'est très petit par rapport au nombre d'ions qu'on a. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se gaver de calcium? Pas du tout. Donc, tout ce qui est produits laitiers, ben, on n'a pas besoin d'en prendre en permanence. Alors, pourquoi on n'a pas besoin? Et là, vous allez comprendre pourquoi. Quand une cellule veut se tuer, se suicider, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente son taux de calcium. Et instantanément, elle meurt. Et qu'est-ce que ça donne quand une cellule ouvre les portes du calcium? Vous avez jusqu'à taper sur les dents ou les os, ça donne des cellules qui sont cristallisées. Voilà. Donc, faire très attention au calcium, c'est pas la chose la plus importante. Malheureusement, dans les eaux, bon, voilà, dans les eaux en bouteille, on va en parler un petit peu après, on retrouve certaines marques, comme Danone notamment, qui gèrent énormément d'eau, dont Evian, Vidal, etc., qui sont des marques qui appartiennent à Danone, et eux, ils font énormément dans le calcium. Alors, ils vous disent, buvez ça va renforcer vos os. Ça... Bon, c'est vrai que le calcium est utile, hein. Il est utile notamment pour les muscles, ça on ne le sait pas beaucoup, naturellement pour les os aussi. Mais c'est pas la peine de s'en gaver, hein. Parce que là, vous allez détruire votre santé. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors là, je vous ai juste mis ça à titre d'information. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est plus de la micronutrition. C'est l'interaction entre les différents sels minéraux. Et on s'aperçoit que c'est un vrai jeu de billard, hein. Et donc il y a beaucoup d'antagonisme. Donc par exemple, si on prend le cuivre qui est tout en bas, on voit qu'il y a une flèche jusqu'au zinc, qui est là-haut. Et en fait, si vous augmentez le cuivre,
vous flinguez le zinc. Si vous augmentez le zinc, vous flinguez le cuivre, etc. Donc c'est peut-être bien de savoir ce qu'on fait. Quand on a besoin de rééquilibrer et quand on a besoin d'apports en sels minéraux, ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Ne faites pas d'automédication. Il faut prendre tout en même temps et que ce soit parfaitement équilibré parce que sinon vous allez tout dézinguer. Alors, juste à titre d'information, on a des ampoules de Quinton qu'on peut trouver en pharmacie, ils sont très bien, là certains qui connaissent. Voilà. Alors pourquoi les ampoules de Quinton sont intéressantes? Déjà parce qu'elles contiennent tout en même temps. Et surtout parce que ce sont des ions qui sont bio-assimilables parce qu'ils sont déjà chélatés. Parce qu'on les a dans la mer. Dans la mer, il y a du plancton. Et le plancton a déjà sécrété tous les acides aminés et tous les colloïdes qui vont permettre d'assimiler ces minéraux. Voilà, ça c'était juste à titre d'information. Alors, on a à peu près la même chose avec les vitamines. Les vitamines, c'est pareil, elles sont toutes interconnectées entre elles. La seule vitamine que vous pouvez prendre en grande quantité sans aucun risque, c'est la vitamine C. Voilà. Sinon, toutes les autres, il faut prendre de façon la plus équilibrée possible. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur une seule vitamine et puis négliger les autres. Alors, d'où l'importance, je refais le lien un petit peu avec Mickaël, quand vous prenez des compléments alimentaires, prenez tout. Vous embêtez pas. Au moins, vous serez complètement équilibré. Parce que si vous prenez qu'un seul, vous risquez d'apporter plus de calcium, plus de vitamine B, etc. C'est pas le but du jeu. Vous risquez de vous déséquilibrer. Donc, c'est impératif, sur le long terme, de prendre l'ensemble. Ou sinon, prenez rien. Hein. Mais le mieux, c'est de prendre l'ensemble. Alors, je vous encourage quand même à réfléchir à ça. On va passer à la suivante. Alors là, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des eaux. Donc là, je suis désolé, là, ça, il est un petit peu flou. Mais je vais vous expliquer. Alors, la première eau qui est à notre disposition, c'est l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, elle est tirée un petit peu n'importe où, dans les lacs, dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Donc, en fonction de l'endroit où on habite, on a une eau du robinet qui a une qualité différente et qui vient d'un petit peu n'importe où. Sachant que l'eau n'est pas traitée avant d'arriver au robinet, sauf au niveau de la désinfection. Voilà. Les stations d'épuration ne vont traiter que l'eau, ou essentiellement l'eau que vous rejetez. D'accord? Mais l'eau qui arrive à votre robinet, on va faire juste un traitement de désinfection, notamment en chlore. Parfois, quand on prend l'eau dans les fleuves ou les rivières, là, on va les traiter un petit peu, on va les laisser décanter pour enlever toutes les particules, mais on ne va pas enlever tous les polluants qu'il y a dedans. On va en parler tout à l'heure des polluants. Voilà, donc l'eau du robinet, en général, elle est très bonne quand même en France, parce qu'on a quand même des normes qui permettent de tester ça. On a l'eau filtrée. Et là, c'est la fontaine, notamment. Bon, il y a d'autres systèmes, naturellement, mais on a une merveilleuse fontaine, donc on va en profiter de celle-là. Cette fontaine, donc, va pouvoir rééquilibrer ce qui n'est pas dans l'eau du robinet. Donc ensuite, on a... Alors là, on va passer sur les eaux en bouteille. On a les eaux de source. Donc on va parler un petit peu de législation quand même. Alors les eaux de source, en France notamment, elles viennent toujours d'eau souterraine. Alors on a de tout en eau de source, et même parfois dans la même marque. Par exemple, je prends Cristalline, qui est une marque d'eau de source. En fonction de l'eau, on va avoir des qualités qui sont complètement différentes. On peut très bien avoir une eau qui est extraordinaire, et puis une eau qui est catastrophique, dans la même marque. Donc, les eaux de source sont toujours prélevées en milieu protégé. Donc il y a toujours une zone où on n'a pas le droit d'étendre de pesticides, etc. On n'a pas le droit de faire de traitement sur les eaux de source.
sauf les traitements d'aération. Je vais expliquer à peu près après ce que c'est que les traitements d'aération. Et par contre, donc la composition, elle, est complètement variable. Et ensuite, vous avez les eaux minérales naturelles. Alors, les eaux minérales naturelles, il faut savoir qu'en France, pour avoir cette appellation, il faut passer par l'Académie nationale de médecine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez une bouteille d'eau, vous n'achetez pas de l'eau. Vous achetez un médicament. Et un médicament, on va l'utiliser uniquement dans certaines pathologies. Donc, c'est certainement pas des eaux de boisson. On va voir pourquoi après. Donc, ces eaux-là sont toujours prélevées en milieu protégé. On n'a pas le droit de faire de traitement, sauf le traitement d'aération. Et par contre, celles-là, elles ont toujours une composition qui reste stable. Voilà. Alors, pour parler du traitement de l'aération, ça c'est quelque chose de très important en ce qui concerne les eaux en bouteille. Le traitement d'aération, quand vous prenez une eau au griffon, une eau de source notamment, cette eau, comme le sketch de Bourvil, de Fernand Reynaud, c'est une eau ferrugineuse la plupart du temps. Donc dans cette eau-là, vous avez un ion qui s'appelle F2+, qui est du fer dissous. D'accord? Et le problème, c'est qu'en rentrant en contact de l'oxygène, ce fer se transforme en F3+. Et donc il précipite. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, si on ne fait pas ce traitement, dans les bouteilles d'eau, au fond, vous allez avoir apparaître une boue rouge. Donc personne n'achèterait des eaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse aérer, on enlève toute cette boue et on garde que l'eau claire. Le problème, c'est quand on fait ce traitement-là, on enlève tous les colloïdes qu'il y a dans l'eau qui permettent d'assimiler les minéraux. Donc en fait, vous pouvez avoir une eau avec plein de minéraux, ils ne sont pas assimilables. Qu'est-ce que vous allez faire? Vu qu'ils ne sont pas chélatés, qu'on ne peut absolument pas les faire passer dans l'estomac, eh en fait, votre estomac, votre intestin plus exactement, va travailler beaucoup plus pour les rendre assimilables, et c'est les reins qui vont travailler pour pouvoir tout éliminer. Donc quand vous buvez une eau en bouteille, vous êtes en train de fatiguer votre organisme et puis de flinguer vos reins. C'est pas plus compliqué. Voilà. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, les eaux artificielles, donc les eaux qui sont reconstituées, eux sont considérées comme eau de source. Ils n'ont pas du tout la même législation chez nous. Hein. Alors vous avez des eaux comme Taïfine, des choses comme ça, qui sont des eaux artificielles. Hein. C'est-à-dire que c'est des eaux, on va prendre de l'eau de rivière, on va passer dans des filtres, je ne me rappelle plus le nom, enfin, c'est des filtres où on garde uniquement les molécules d'eau, qui sont extrêmement agressives pour l'eau, et après on va rajouter un peu de ci, un peu de ça. Mais dans tous les cas, de toute façon, ce sont toujours des sels minéraux qui ne sont pas assimilables. On va passer à la suivante. Alors là, je vous ai mis un exemple d'étiquette de bouteille, parce que quand vous regardez, une étiquette, il y a un paramètre qui est extrêmement important, c'est la minéralisation. Alors là, c'est une bouteille de Monroco. Monroco, une très bonne eau, un peu acide, dommage. Elle est à 25 mg par litre. Vous pourrez chercher, vous n'en trouverez pas comme ça. Celle-là, c'est la moins. Alors, il faut savoir que pour que l'eau remplisse son rôle de nettoyage, c'est-à-dire enlever tous les déchets, il ne faut pas qu'elle soit trop minéralisée. Déjà parce que les sels minéraux, on ne va pas les assimiler. Et quand vous lavez par terre, avec votre seau et votre serpillière, quand l'eau est sale, qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez. Pourquoi? Parce qu'une eau sale, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de propre avec une eau sale. Ça paraît logique. Eh bien, les minéraux dans l'eau, c'est la même chose. Si vous avez trop de minéraux, vous ne pouvez pas éliminer les déchets des cellules. Donc, le maximum à avoir
pour que ce soit assimilable, c'est 100 mg par litre. Donc ça, j'aimerais que vous le reteniez, parce que c'est un chiffre important. Si vous avez une eau qui est supérieure à 100 mg par litre, sauvez-vous. Parce que vous buvez de l'eau sale, et vous n'allez pas vous nettoyer. Voilà. On va passer à la suivante. Alors, je ne vais pas trop parler de pH. C'est pas la peine de trop retenir, mais je vais vous parler d'un paramètre beaucoup plus important que le pH, c'est le redox. Alors ça, on n'en parle pas du tout, sauf chez une certaine catégorie de personnes, que ce sont les aquariophiles. Il y en a qui ont des aquariums ici. Oui. Et vous savez très bien que, pour ceux qui en ont, ben des fois, on va donner à manger nos poissons, on va faire de la vaisselle, on va faire autre chose, on revient, tous les poissons sont morts. Ça arrive. Et c'est un problème de redox. Et le redox, en fait, ce sont les électrons qui se travaillent dans l'eau. Et il faut que ce redox soit parfaitement équilibré pour qu'on soit dans un milieu qui soit légèrement antioxydant. Alors le redox, en fait, c'est la balance entre le milieu oxydant et le milieu antioxydant. Et une eau propre à la consommation va toujours être légèrement antioxydante. Et comme c'est lié au pH, il faut que le pH soit légèrement basique. Donc là, on aura une eau qui est antioxydante. On va passer à la suivante pour... voilà. Alors, dans cette eau légèrement antioxydante, donc vous voyez les valeurs, on a une eau qui est parfaitement biocompatible. Si vous êtes au-dessus, vous avez une eau qui est juste potable. Et là, je vous donne un scoop. Enfin, un scoop, on le sait dans le milieu scientifique, mais on n'en parle pas du tout. C'est que on s'est aperçu que quand on va vers une eau qui est trop antioxydante, eh oui, parce qu'il faut un juste milieu aussi, eh bien, en fait, on va développer des bactéries. Alors, c'est le cas notamment des eaux stagnantes. Et au contraire, quand on va vers une eau qui est trop oxydante, on va développer des virus. Et qu'est-ce qui rend l'eau oxydante? Le chlore. Et ça tombe bien parce que le gouvernement nous en met gratuitement dans l'eau. Comprenne qui pourra. Donc en fait, c'est très important d'enlever le chlore. C'est même la première chose à faire. Pourquoi? Parce qu'en enlevant le chlore, vous allez rééquilibrer votre niveau de redox, donc le niveau de RH2, pour passer sur une eau antioxydante. Et on s'est aperçu notamment qu'on n'attrape pas les bactéries et on n'attrape pas les virus. En fait, ils sont à l'intérieur de nous, mais ils vont se développer en fonction de notre équilibre RH2. Voilà. Donc ça, c'est quand même un paramètre très important. Donc cette fontaine, donc en plus c'est dans les documents nickel, cette fontaine permet de rééquilibrer le redox et de passer sur une eau légèrement antioxydante. Donc elle va être parfaitement biocompatible. Voilà, donc ça c'est un petit comparatif avec un autre moyen de calculer ce redox. Donc là on a par exemple Épar. Épar on est à 30, donc on est sur une eau qui est oxydante. Alors on vous dit Épar, c'est très bien parce que ça apporte du magnésium, etc. Mais bon, vous pouvez en boire, hein. Ça peut régler quelques petits problèmes, mais jamais plus de quelques jours. À éviter. Hein. Et toujours dans des cas précis. On a Volvic qui paraît être aussi une très bonne eau parce qu'elle est très peu minéralisée, elle est à 130 mg, mais par contre on est quand même à 29 au niveau du redox. Donc on est sur une eau qui est oxydante. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Donc pourquoi on ne boit pas d'eau du robinet? Alors il y a plusieurs paramètres. Déjà c'est parce qu'elle peut avoir mauvais goût, parce qu'il y a trop de calcaire,
Parce que ben, on peut avoir peur des produits toxiques et des différents polluants. On peut avoir peur des risques de maladie. Alors il y a quand même 36% des gens qui refusent complètement de boire de l'eau du robinet à cause de toutes ces raisons. Et quand on voit certaines publicités, notamment les publicités de lancement qu'il y avait eu pour Cristalline, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on vous montrait une cuvette et puis on vous disait moi je ne bois pas de cette eau-là. Sous-entendu, on ne boit pas de l'eau du robinet. En réalité, c'est quand même la meilleure eau qui existe, hein, comparée aux eaux en bouteille. On l'a vu à cause de la minéralisation. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qui est pollution de l'eau. Vas-y. Alors, ici, je vous ai mis une carte un petit peu des nitrates qu'on retrouve en Europe. Alors, nous, on est en rouge. On est dans la moyenne, rouge, violet. Alors, on comprend qu'en Bretagne, on est un petit peu plus touché. Mais quand même, on en a quand même des nitrates. Alors les nitrates, on n'enlève pas tout, malheureusement. Et on en retrouve quand même pas mal de traces dans nos eaux. On passe à la suivante. Alors on a aussi tout ce qui est métaux lourds. Donc le chrome, le nickel, le cuivre, l'arsenic, le cadmium, mercure, plomb. J'ai oublié dans la liste un gros problème qui est l'aluminium. L'aluminium, on en retrouve énormément. Voilà. Et l'aluminium, il faut savoir que c'est ce qui aggrave toutes les maladies dégénératives, notamment Alzheimer, effectivement. Donc on retrouve tout ce qui est produits chimiques, donc les herbicides, insecticides, fongicides, tout ce qui est en cide, bactéricides. Donc on va pas, tout ça, c'est pas très bon pour nous. Et on mélange, on avale un cocktail de tout ça, hein, quand même. Hein. Alors, en physique, on dit c'est la dose qui fait le poison. Hein, mais quand on mélange tout ça, on ne tient pas compte des interactions croisées. Donc, tout ça, ça fait que amplifier les problèmes que ça peut engendrer. Et en plus, comme si c'était pas assez, on rajoute tous ces médicaments. Alors, donc là, on a fait une distinction entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Hein. Donc en bleu, c'est les eaux souterraines, en vert, c'est les eaux de surface. Donc on retrouve quand même de la caféine, du paracétamol, des trucs, des antidépresseurs, des somnifères, tout ce que vous voulez, et beaucoup de perturbateurs endocriniens, comme notamment les oestrogènes. Alors ça, on n'en parle pas, mais en fait, vous n'avez plus besoin de prendre la pilule, vous n'avez plus besoin de rien. Même les hommes, on prend des oestrogènes. Il suffit juste de boire de l'eau du robinet, on a tout ça. Donc si vous oubliez votre pilule, c'est pas grave. Hein. Voilà. La chimiothérapie, effectivement. Donc là, c'est les principales, mais bon, il y a déjà beaucoup de choses là. On passe à la suivante. Alors, pour passer à la fontaine. Voilà. Donc c'est ce qui nous intéresse quand même. Hein, parce que après nous avoir fait peur, quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la fontaine? Elle va enlever tout ça déjà. Alors, tout ce qu'on a parlé. Donc, le chlore, le plus important pour passer en milieu antioxydant. Donc, on va enlever quand même une grosse partie, 90% du chlore. On va enlever le cadmium, l'arsenic, le chrome, le plomb, le cuivre. Donc, tout ça, c'est des métaux lourds. Et, alors là, ça me plaît bien, c'est l'aluminium. Voilà, 95% d'aluminium. Le fer, le mercure. On peut passer à la suivante. On va enlever aussi tout un tas de produits chimiques, grâce au filtre à charbon actif notamment. Hein. Donc tout ce qui est toutes sortes de pesticides. Donc, on n'a pas détaillé, toutes les molécules que ça enlève, mais il en enlève quand même beaucoup. Par exemple, dans les insecticides, il y en a plus de 24 qui sont enlevés jusqu'à 99% quand même. Hein. Voilà. C'est quand même, on enlève même des solvants. Voilà, donc tout ce qui est produits chimiques, les résidus de peinture, les résidus d'hydrocarbures,
tout ça est enlevé par la fontaine. Alors, je précise quand même, tout ça est enlevé par la fontaine, à condition que vous changiez votre filtre régulièrement. Parce que si vous attendez trop, une fois que le filtre est saturé, il relâche tout. Il relâche tout, et là c'est encore pire. Alors, faites bien attention à changer votre filtre. D'accord? La suivante. Alors, pour en finir avec ça, j'allais dire que l'eau, c'est pas que de la chimie. Et l'eau, c'est bien plus que ça. En fait, l'eau, c'est un vecteur d'information. Et on s'est aperçu qu'on pouvait dynamiser notre eau. Alors, il y a plusieurs techniques de dynamisation de l'eau. On ne va pas rentrer dans tous les détails. On ne comprend pas très bien comment ça marche, à vrai dire. Parce qu'il n'y a pas d'études de fait. Mais on sait que ça marche et on en voit les effets. Donc, les différentes techniques, on a par tension électrique, par aimant. Alors, aimant, c'est utilisé dans la fontaine. Et là, on est dynamisé directement à la sortie. D'accord? Parce que vous pouvez garder votre eau. C'est vraiment quand vous allez vous en servir qu'on va dynamiser cette eau. On va utiliser les vortex. Les vortex, c'est le moyen le plus simple qu'a trouvé la nature de purifier l'information qu'il y a dans l'eau. Les vortex, on en trouve partout. Vous avez n'importe quelle rivière qui, avec les cailloux, va former des vortex à l'intérieur. Vous avez n'importe quelle cascade. Quand l'eau ruisselle, elle ne va jamais tout droit. Elle va toujours en faisant des méandres, des formations un peu bizarres. Et ça, c'est dû à la structure moléculaire de l'eau qui n'est pas linéaire. Alors, une chose qu'on connaît un petit peu moins, c'est la lumière. Grâce à la lumière, on peut redynamiser de l'eau. Donc, notamment en envoyant des couleurs. Le son aussi. Le son, c'est une vibration. Donc, le son va permettre de dynamiser. Et comme le son est important, nous avons aussi des mots. Alors, je vous engage à regarder un film qui est extraordinaire, qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau. Alors, notez-le. Ça, il faut absolument le voir. Ah ben voilà. Moi aussi, je le détends. Dans mon sac. Water, le pouvoir secret de l'eau. Ça, commandez-le, ou regardez-le sur Internet. Hein, il est disponible sur Internet, sur YouTube, je pense. Mais commandez-le parce que vous avez en plus du film un bonus de 2 heures, je crois, 2 heures et demie, avec Emoto, avec Maxence Layet, qui est un journaliste scientifique, avec Gilbert Collin, voilà, oui c'est ça, avec Jackie Bousquet, qui est décédé aussi malheureusement, qui est extraordinaire, qui était une très grande scientifique originaire de Bordeaux. Donc vous allez voir, vous allez avoir une vision complètement différente de l'eau dans ce film, parce que nous, dans notre équipe, on l'a regardé en groupe, et après tout le monde s'est surpris en train de dire merci à l'eau avant de le boire. Ça paraît bête, mais les mots permettent de transmettre des informations, et la structure de l'eau va emmagasiner ces informations, comme je l'ai expliqué la dernière fois, exactement comme une bande magnétique quand vous enregistrez une chanson ou n'importe quoi. Voilà. Donc, on va utiliser aussi des bénédictions. Voilà, on peut bénir l'eau. Ça, c'était Jackie Bousquet qui faisait beaucoup ça. Voilà. Et tout ce qui est ondes subtiles. Alors, les ondes subtiles, c'est ce qui est utilisé dans le système de dynamisation Marcel-Violet. Donc, ça, vous pouvez faire des recherches de votre côté sur ce système de dynamisation. Marcel Violet était un scientifique, un académicien même, et qui a travaillé énormément sur plein de maladies. Il a fait beaucoup de tests en laboratoire sur des animaux. Il avait carrément une ferme où il faisait des tests sur des parcelles de toutes sortes de fruits, de légumes, céréales, etc. Et il avait des résultats extraordinaires grâce à une eau restructurée par son système.
Il faut savoir que vers l'âge de 50 ans, il a voulu passer, parce qu'il travaillait en milieu universitaire, hein, il a voulu passer sur une expérimentation humaine, ça lui a été refusé. Et à ce moment-là, il est tombé gravement malade. Il n'avait plus que quelques mois à vivre. Il a commencé à boire cette eau, parce qu'il s'est dit, de toute façon, puisqu'on m'a refusé, ben moi je vais l'essayer sur moi. Et Marcel Violet est mort, je crois, presque 30 ans plus tard. Voilà, il est mort en 75 ou 76. Donc, vous pouvez choper un petit peu ces différentes conférences sur le net. C'est toujours intéressant si c'est un sujet qui vous plaît. Voilà, donc on va passer à la suivante. Donc, ici, je vous ai juste mis un petit système qui existe de dynamisation qu'on peut mettre directement sur la tuyauterie. On a exactement, ou un truc similaire, dans la douche. Et on va filtrer en plus. Donc la douche va permettre de dynamiser, de filtrer notamment, et de dynamiser. Alors, une chose qu'on ne sait pas aussi, c'est que vous pouvez redynamiser vos mains avec les infrarouges. Et notamment, vos mains émettent des infrarouges. Voilà. Alors, le système le plus simple, c'est les vortex. On en parlait tout à l'heure. Donc là, je vous mets une petite photo de Victor Schauberger. Ah, je l'aime bien celui-là, c'est un bon Allemand. Un nazi en plus. Eh ouais, c'est comme quoi. il a travaillé à la Freie Gesellschaft, qui était une institution qui travaillait notamment sur l'antigravité. C'est comme ça que les Allemands ont réussi à faire des choses un petit peu extraordinaires qui dépassent un peu l'entendement. Voilà, malgré tout, Victor Schauberger ça a été le premier à découvrir que les vortex dans l'eau pouvaient purifier l'eau et la rendre vivante. Ça a été vraiment un pionnier. Et encore aujourd'hui, donc il y a ces enfants qui continuent de travailler sur ces travaux. En Allemagne, ils sont quand même assez connus. Notamment, juste pour vous donner un petit exemple, il existe un espèce d'entonnoir tout en cuivre qu'on met dans des grandes étendues, dans des lacs, etc. Donc pour éviter de traiter l'eau de ces étendues qui se trouvent en général dans des villes, pour que ça reste beau tout ça, pour pas que ce soit de l'eau qui stagne et qui forme des bactéries, prolifération d'algues et tout. Donc il a mis une espèce d'entonnoir monté sur un trépied. Et il y a de l'eau qui arrive dans l'entonnoir par un petit tuyau. L'eau tourne à l'intérieur et tombe. Donc ça fait vraiment un vortex. Et bien en fait, il arrive à traiter l'eau des lacs et des étangs, rien qu'avec ça. Il ne met aucun produit chimique. Et donc lui, c'était l'inventeur de ce genre de petite technique, toute simple, mais qui permet aussi de... Donc ça a été appliqué aussi à certaines stations d'épuration expérimentales, où on arrive même à traiter des produits chimiques avec cette technique. Intéressant. Voilà. La suite. Alors, on passe à l'optimiseur. Voilà. Donc l'optimiseur, c'est... Je vous encourage très fortement, une fois que vous avez utilisé votre fontaine, de l'optimiser. Alors, un petit conseil quand même. Quand vous prenez votre complete balance, prenez-vous de l'optimiseur. Parce que vous allez assimiler beaucoup plus vite ce qui se trouve dedans. D'accord? Alors l'optimiseur a l'avantage aussi d'apporter une oxygénation beaucoup plus importante, d'apporter des ions négatifs en oxygène, des ions d'oxygène négatifs. Donc on a vu tout à l'heure les ions de la cellule, ils étaient positifs. Hein. Oui. D'accord? Si on apporte des ions d'oxygène négatifs, qu'est-ce qui se passe? Ça s'attire. Plus, moins, ça se colle. Donc on va assimiler beaucoup plus dans la cellule le carburant de la cellule qui est l'oxygène. Voilà. Donc l'optimiseur va permettre d'augmenter ce taux d'ions négatifs. Alors, les effets, plus grande énergie, meilleure hydratation et beaucoup plus rapide, détoxification accrue, on va renforcer le système immunitaire, on va avoir une plus grande efficacité du métabolisme, la communication cellulaire est accrue, forcément, vu que les cellules fonctionnent très bien, le flux se passe très bien,
on a une meilleure communication entre cellules, meilleure absorption des nutriments, puisque l'eau va vraiment s'occuper de ce qu'il a à faire sans s'occuper des minéraux qui ne sont pas assimilables. Et naturellement, longévité accrue. Alors, perte de poids, ça va être plus une régulation du poids. Parce qu'en fait, l'organisme va s'autoréguler tout seul. Alors, c'est pas non plus un remède miracle, mais c'est quand même une grande aide. Alors, on a vu les ions qui sont quand même importants. Ici, on a le magnésium et le potassium. Donc, on va augmenter le magnésium de 10% et le potassium de 6%. Voilà. On passe à la suivante. Alors, pour finir, j'aimerais juste vous montrer cette petite image. Donc, c'est une image de la Terre. Et si on ramenait toute l'eau en une sphère, voilà ce que ça occuperait. Y compris l'eau des océans. Et nous, on boit là-dedans. On a juste une toute petite partie de cette sphère-là, qui est de l'eau potable. Alors, prenez-en soin. Voilà, merci beaucoup. Ouais, il y a des gens qui veulent témoigner sur nous? Qui poser des questions. J'ai une question. Oh, bien sûr. Oui, vas-y. Bon, Bien sûr. je suis là pour ça. J'ai une question. Il y a beaucoup de gens qui disent que le chlore c'est un gaz et qu'il s'évapore tout seul après une demi-heure ou une heure. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il ne s'évapore pas. On ne le sent pas. Alors, le chlore, ce qui va donner l'odeur du chlore, c'est l'interaction avec les bactéries qui sont dans l'eau. Et c'est la décomposition des bactéries qui donne cette odeur. Donc, quand l'eau ne sent plus, c'est pas parce qu'il n'y a plus de chlore. C'est parce qu'elle a tout tué déjà. Oui. Moi, je voulais parler du bicarbonate. Avant, quand on était un petit peu plus jeune, on allait chez le pharmacien chercher du lithiné. On mettait ça dans des bouteilles. Tu connais, non? Ah non, ça je connais pas. Avant la guerre, ça. Avant, oui. Enfin, en 48, hein. Désolé, là, je connais En pas. 48 à la fin. Et par contre, le bicarbonate, on nous dit qu'on peut en prendre une cuillère à café de temps en temps. C'est bon ou... Parce que moi, je m'en sers pour nettoyer. Ah ben pour nettoyer, c'est très bon ça, je sais. Avec un petit peu de sel et de citron. Est-ce que le corps peut le supporter aussi? Oui, bon. Un peu. Ça dépend, ça dépend de votre, de l'état oxydatif dans lequel on est en fait. Ça je peux pas vraiment répondre, ça dépend du moment. Ça peut être utile, effectivement, mais... Oui, parce que quand je vois que tu mélanges le bicarbonate et puis le vinaigre blanc, l'effet que ça fait, bon, on prend pas le vinaigre en même temps, hein, mais quand je vois l'effet que ça fait, je me pose des questions. Ah bah oui, parce que le vinaigre c'est un acide et le bicarbonate c'est une base. Voilà. Non, mais donc vous allez annuler l'effet. Est-ce que le bicarbonate tout seul, voilà. Bah, oui, ça peut être utile, mais encore en cas de certaines pathologies. D'accord. Ok. Voilà, j'ai entendu dire que les eaux en bouteille étaient irradiées. Ah oui, ça j'ai oublié d'en parler. Effectivement. Alors en fait, le seul traitement de désinfection qui est autorisé dans les eaux en bouteille, on a vu tout à l'heure, c'est le traitement d'aération. Hein, donc on n'a pas le droit de désinfecter l'eau en bouteille. Alors comment faire pour pas qu'il y ait de prolifération dans la bouteille? Alors, oui, après je vais finir. Alors, en fait, on va irradier en fait, on n'appelle pas ça une irradiation, on appelle ça une ionisation. Mais c'est la même chose. Et donc, l'eau va passer devant une source radioactive qui va casser l'ADN de tout ce qui peut vivre dans l'eau. Et donc, on va tout tuer. Donc, l'eau va garder une trace électromagnétique, donc elle ne va pas être radioactive, hein, naturellement, mais elle va garder une trace électromagnétique, une mémoire de ce fameux rayonnement. Alors effectivement, oui, il y a ce problème-là. Donc toutes les eaux en bouteille passent devant une source radioactive qui permet de tuer tout ça. Voilà. Alors, on va arrêter. On va continuer la Merci Emmanuel pour ce partage très scientifique. Mais je sais que tu as fait vraiment attention de te mettre à la portée et ça c'est extraordinaire. Merci. Oui, oui.